Alors, bonjour à tous. On va démarrer dans 2 petites minutes. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Et puis, dites-moi si le son fonctionne. Hop. Alors, bonjour Arnaud, qui vient de nous rejoindre. On va attendre 2 petites minutes. Dès qu'on est à peu près 5-10, on va commencer. Ça y est, du monde qui arrive. C'est bien. Top, top, top. Bon, vous l'avez compris, beaucoup d'actualités en ce moment. On est le combien d'ailleurs? On est le 27, donc du coup dans 2 jours, donc le 28 et le 29, il y aura le G20, on aura Trump et Xi Jinping qui vont se rencontrer, donc faites attention. C'est un petit peu maintenant que tout va se jouer. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé aussi cette semaine. Semaine assez, assez pleine de rebondissements, je dirais, sur les marchés, hein, parce que du coup, on a eu Powell justement qui a évoqué même une possibilité de QE, hein, de quantitative easing. Donc ça veut dire qu'il serait prêt à réinjecter de l'argent dans le marché si la situation macroéconomique venait à se dégrader. C'est quand même un signal fort. Je vous rappelle, hein, pour ceux d'entre vous qui êtes débutants, le quantitative easing, c'est en gros le principe qu'une banque centrale imprime de la monnaie, et la réinjecte dans l'économie plus ou moins réelle. Bon, c'est un peu faux, hein, ils vont plus le foutre dans les entreprises, notamment pour acheter des actions et des obligations de société. Et du coup, en fait, ça serait haussier pour les marchés actions américains. D'accord. Et le fait qu'il évoque justement un QE, ça peut être interprété de deux façons, soit que c'est une mauvaise nouvelle parce que l'économie va mal, soit comme une très bonne nouvelle parce qu'il y aura de l'argent, entre guillemets, facile à prendre, dans le sens où justement les marchés actions ne feraient que monter. Et c'est un peu comme ça que les opérateurs de marché, donc les traders investisseurs, ont pricé la news. Alors, je regarde aussi, du coup, tac, vos questions. Il est 9h32, je pense qu'on va pouvoir commencer et on a assez de personnes en live. Alors, salut à tous, salut John, salut Arnaud Pouet également qui nous ont. Bonjour, le son fonctionne. Bonjour à tous, merci Sylvain. Salut Yann. Eh ben écoutez, on va commencer. Alors, je voulais l'avertissement légal sur les risques et puis on enchaîne avec l'euro-dollar et puis on va également enchaîner avec les news à attendre aujourd'hui. Alors, hop. Trader le forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe Aria Trading peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez consultez un conseiller en investissement si vous estimez ne pas avoir les compétences nécessaires à choisir un produit d'investissement vous correspondant. L'équipe Aria Trading décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions, ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation. Alors, on arrive bientôt à l'échéance du G20. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu maintenant que tout va se jouer. Apparemment, 90% d'un accord serait trouvé entre la Chine et les États-Unis, d'après justement un officiel proche du gouvernement américain. C'est une nouvelle qui a été plus ou moins bien accueillie par le marché hier. On reste cependant sous résistance. Je vous montre un petit peu juste l'euro-dollar et le panorama technique de l'euro-dollar. Où est-ce qu'on en est? En daily, depuis le début de l'année, voire même depuis un petit peu plus longtemps, hein, enfin depuis le début de l'année, allez peut-être même depuis même mi-2018, on est dans une belle tendance baissière. C'est vrai que l'euro-dollar est passé quand même de 1,24 à 1,11 en l'espace de 7-8 mois. On a pour la première fois depuis 7-8 mois voilà, un premier élan aussi. Mais est-ce que ça suffit? Là, pour l'instant, je vous rappelle deux choses. Okay, c'est qu'en zone euro, Draghi a évoqué le fait justement qu'il pouvait lui aussi baisser les taux si l'économie, entre guillemets, en zone euro ne se reprenait pas. Je vous rappelle le contexte. Ça fait des années qu'en zone euro, on n'a pas de croissance, ou on a très peu de croissance. La croissance qu'on a, la faible progression de 1 et quelques pourcents, elle est notamment due, je dirais, à un jeu statistique, à un jeu de calcul. D'accord. Le système de calcul fait que euh, on a une croissance plus ou moins artificielle, mais qui n'est pas pour moi réelle, d'accord. Donc, on aurait même, enfin, il y a même certains, économistes qui parlent, et moi je suis même plutôt de cet avis-là, hein, qui parlent d'un scénario un peu comme le Japon où on serait dans une espèce de déflation ou de stagflation. Qu'est-ce que c'est? Une stagflation, c'est quand justement l'inflation stagne, et une déflation, c'est quand les prix n'augmentent plus, les prix, le pouvoir d'achat limite baisse, d'accord. Enfin, le pouvoir d'achat augmente parce que les prix baissent. Là, on serait plutôt dans une stagflation, d'accord? Avant, peut-être même de parler de déflation. Je vous rappelle que le Japon, ça fait une petite,
depuis les années 90 qu'ils injectent de l'argent sur le marché action pour soutenir parce qu'ils n'ont pas assez de croissance. D'accord, le Japon a une population vieillissante, donc ils ont un manque de main-d'œuvre. Et du coup, ils ont de plus en plus de retraités, moins de jeunes qui payent les cotisations. Et du coup, si le gouvernement n'intervient pas, pareil, hein, leur système peut exploser. Du coup, il y a une forte intervention justement de la Banque centrale japonaise. Et c'est un petit peu, pour moi, hein, c'est un petit peu le scénario vers lequel on se tourne en zone euro. C'est-à-dire que là, petit à petit, on est passé d'un système où où on avait une très belle croissance à de moins en moins de croissance. Et puis là, vous voyez, hein, les banques centrales et la BCE notamment sont obligées d'intervenir quasiment tout le temps pour qu'on ait un soutien justement sur le marché action ou monétaire. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour l'euro-dollar? Parce que là, on parle un peu de fondamental, etc. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de trader et puis peut-être même d'avoir justement aujourd'hui des opportunités de marché à trader avec Aria. Et je vais vous dire un petit peu les setups qui pourraient être intéressants. Alors, dans moins de 4 heures, vous avez l'IPC allemand, donc l'indice des prix à la consommation en Allemagne qui sera publié tout à l'heure à 14 heures. Il est attendu totalement stable, 1,4%, c'est un petit peu le consensus. On a aussi également à 14h30 les nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis. Donc vous l'aurez compris, ça aussi, ça va être la statistique à surveiller. Et puis ensuite, du coup, demain, ça y est, le G20 qui aura lieu du coup à Osaka au Japon commencera, et à partir de demain jusqu'à, on va dire, lundi, ça va être la guerre. Donc typiquement, si vous avez des positions en swing, c'est peut-être le moment éventuellement de prendre des bénéfices, de mettre des stops à zéro, voire même en gain au cas où il y aurait du slippage. Si vous n'êtes pas de position sur les marchés actions, même sur les devises, honnêtement, attendez lundi, parce que demain et samedi, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait pas, on connaît pas l'issue en fait des négociations avec Trump. Je vous rappelle que Trump, c'est le premier à dire que tout se passe bien, il est meilleur ami avec, je sais pas, le Mexique, et puis le lendemain à dire qu'il va balancer une bombe sur l'Iran. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un de totalement instable, et du coup, pour votre portefeuille boursier, c'est pas non plus la chose la plus intelligente. À la limite, une stratégie possible. Regardez le marché des options si vous faites des options et regardez éventuellement chercher des produits où la volatilité implicite reste, je dirais, globalement maîtrisée pour pourquoi pas acheter des puts ou des calls ou ce que vous voulez. Mais en gros, les achats d'options peuvent avoir leur sens dans le sens où on s'attend à un peu plus de volatilité en début de semaine prochaine. Maintenant, sur l'euro-dollar d'un point de vue purement technique. Je suis dans un canal descendant en 4 heures, je l'ai cassé par le haut. Pour l'instant, et ça peut être invalidé totalement avec ce qui se passera ce week-end, hein, mais bon, on va partir du principe que la tendance va suivre ce qui s'est passé sur l'analyse technique. L'objectif théorique sur cette sortie de canal à la hausse, il serait situé à peu près à, vous le voyez ici, à 1,15. On est actuellement à 1,13, donc il y a 1,1370. Donc il y a encore 130 pips à prendre à la hausse. Ok. Donc techniquement, jusqu'au début du G20, oui, on peut se dire que l'euro-dollar est haussier, le dollar US est baissier, et puis voilà. Maintenant, moi, ça me gêne toujours un peu de payer de l'euro. Pourquoi? Parce que du coup, en rollover, ça coûte cher. Donc, si on le garde plus d'une journée, ça coûte cher. Et puis l'euro, pour moi, fondamentalement, c'est baissier. Donc ça, si vous êtes sur du swing, je suis pas trop fan de payer de l'euro-dollar. Après, je peux me tromper. Et vu que moi, j'ai pas une certitude vraiment sur l'euro-dollar, je le traite pas en ce moment. À très court terme. Alors, imaginons que vous voulez faire du day trading avec Aria, je vais vous dire un petit peu le setup qui peut être intéressant à exploiter. Vous avez ici, donc vous le voyez, je suis en UT, donc en unité de temps 15 minutes. On a actuellement un espèce de triangle, voire je dirais biseau, même pas biseau, je dirais vraiment triangle symétrique, limite. Hein. On est clairement dans un petit triangle symétrique. Et je vous le dis, vous le voyez ici, on est proche d'une résistance. Donc, il y a deux solutions. Soit vous lancez une template vente entre guillemets sur Aria ici. Donc, je dirais que le stop loss ici au niveau de paramétrage, ça serait plutôt un stop loss, allez, M, donc médium. L, ça me paraît peut-être un peu gros dans le sens où le TP il serait vraiment ici. Hein. Donc, on partirait vraiment sur une template avec des stop loss assez courts. Il faudrait vraiment que la fractale ici se confirme. Pour l'instant, à mon avis, il n'est pas encore confirmé. Mais on pourrait partir sur un petit scénario baissier à très très court terme. Donc vraiment, voilà, sur du M1, se dire, moi là, je pars tout de suite avec un stop loss S ou M, tout simplement, à la vente, et puis aller chercher un risque reward ratio de 1 pour 1,5. Ça peut avoir du sens comme stratégie. Ok. Maintenant, au niveau des marchés actions, c'est ce qui vous intéresse aussi. Je pense que la plupart d'entre vous êtes fortement exposés sur le DAX, sur le Dow Jones, etc. Vous l'aurez compris, quand vous tradez les indices, vous tradez le dollar US, vous tradez également le pétrole. Ok, parce que ça, le pétrole, c'est un petit peu aussi ce qui va avoir de l'influence sur ce qu'on appelle les parafinancières. Non, sur les parapétrolières. Donc en gros, quand le pétrole monte, les boîtes qui produisent du pétrole ou qui sont liées au pétrole, je sais pas moi, qui des boîtes de transport, etc., sont impactées. Et ces boîtes-là cotent forcément sur un indice pour la plupart, et donc du coup vont impacter les indices en général.
Les parapétrolières sont souvent financées par des banques et les banques ont même une exposition assez forte aux parapétrolières parce que c'est des projets assez juteux, donc elles ont fait des gros crédits, etc. Elles ont beaucoup financé ces projets. Donc quand le pétrole va bien, la bourse va globalement bien. Quand le pétrole va mal, la bourse va globalement mal. C'est une interprétation extrêmement simple des indices et inversement. Ok? Bon, maintenant qu'on a posé ces bases-là, c'est simple. Vous prenez votre DAX, vous le mettez en H1, vous mettez les deux ronds jaunes ici, et qu'est-ce que vous remarquez? On a eu un double top. Double top, double échec sur 12 400. C'est très simple, hein, la stratégie n'est pas plus compliquée que ça. Vous mettez maintenant en H1, vous voyez que le marché part à la hausse. Vous faites rien jusqu'à 12 400, on est à 12 307, d'accord? Donc jusqu'à 12 400, vous ne faites rien, vous regardez si 12 400, ça tient ou ça tient pas. Si en UT 15 minutes sur 12 400, ça ne tient pas, donc on se met en 15 minutes ici. On arrive sur 12 400. On a une divergence baissière qui se forme sur le RSI. On a des bougies de retournement à la baisse, donc typiquement des chandeliers de retournement, donc des étoiles filantes, des haramis baissiers, etc., des biseaux ascendants qui cassent par le bas. Dans la zone des 12 400, on peut se dire, OK, c'est simple, ça ne va pas passer. Et puis 12 400, c'est un point limite à shorter. Donc pour l'instant, 12 300, vous ne faites rien. Vous attendez 12 400. Vous laissez passer l'indice des prix à la consommation en Allemagne à 14 heures. Et ensuite, vous lancez une tempête éventuellement sur du 5 minutes, du 1 minute, 5 minutes. Et puis vous tentez un truc avec un stop, je dirais, M ou S, parce que la volatilité reste quand même assez importante aujourd'hui. Je ne mettrai pas du XS. XS, ça me paraît quand même un peu trop agressif. Dow Jones, situation extrêmement similaire à celle du DAX, mais pas dans la construction des prix, mais plus dans, je dirais, l'approche globale du truc. Alors, pour les plus, je dirais, fous d'entre vous, vous avez une stratégie, mais moi, honnêtement, je la ferai pas, parce qu'elle me paraît extrêmement casse-gueule, et à mon avis, c'est pas du tout ce qui va se passer, mais bon. En termes de risk-reward ratio, c'est celle qui a le plus de sens. Vous pouvez tenter un short sur le Dow Jones en swing, mais honnêtement, à mon avis, il ne marchera pas. Il ne marchera pas. Pourquoi? Parce que quand je regarde les statistiques, on a 65 à 70% des traders particuliers qui sont à la baisse sur les indices US et euros. 90% des traders perdent. Donc, quand il y a 2 tiers des mecs qui se mettent à la vente, c'est que le marché partira à l'achat. OK? Donc, pour l'instant, indice US, de toute façon, on va pas être idiot. G20 qui commence demain. Voilà, demain, samedi, ça va bouger. Lundi, on aura un gros gap, baissier ou haussier. Je pense que c'est pas forcément le moment maintenant de se mettre sur le marché. Alors, on va enchaîner avec le pétrole. Alors, le pétrole, juste, je vous remonte. Putain, je sais pas si ça marche toujours. Peut-être un petit problème de connexion. Sur les marchés, hein, parce que du coup, on a eu. Ça marche, ça marche. Ouais, bah écoutez, je pense que ça marche. C'est peut-être juste sur la plateforme que ça bug. Alors, je continue juste. Bon, je sais pas si le truc il bug ou pas, mais je continue. Au pire, on vous le mettra en replay. Le pétrole, on est sur une zone du coup 58-60, c'est une zone qui ressemble à strictement rien. Là, en gros, les marchés ressemblent à rien. On n'est ni sur support ni sur résistance, on est au milieu de tout et de n'importe quoi. Le marché va clairement attendre en fait le G20 de demain. On est jeudi, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence demain et c'est jusqu'à samedi. Donc pétrole neutre, voire haussier. Honnêtement, regardez le pétrole, c'est neutre, voire haussier. Pourquoi haussier? Quand le dollar US se pète la gueule, les matières premières montent. Pourquoi? Parce que les matières premières cotent en dollars. Donc si le dollar baisse, le pétrole qui a un prix constant et une valeur constante dans le temps, bah, si le dollar baisse, il monte. C'est juste logique. C'est pareil pour le gold. Si le dollar US monte, avec un pétrole à valeur constante, bah le cours du pétrole baisse. D'accord? Donc là, on est sur un dollar US qui baisse. Donc forcément, c'est un dollar US qui est voué, entre guillemets, à nous donner un pétrole plutôt haussier. OK? Bon. Bah écoutez, je pense que je vais terminer ce point de marché là, dans le sens où juste, je ne sais pas si le truc bug ou non. Non, je pense que ça devrait aller. Je regarde un peu les questions aussi, c'est OK. Bonjour à tous, tac, 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 OK. Ah, Xavier Fenot qui nous dit salut, salut Xav. Et salut à Jean-Luc Dupuis aussi, que je connais très très bien, c'est un très bon ami. Et Sébastien. Alors, là je vous ai parlé des indices. BNP, bon, ça c'est des actions, je ne sais pas si je vous en parle, je ne sais pas si ça vous intéresse. On va regarder un petit peu le VIX, mais il est à 15-16, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ça reste calme. On voit quand même qu'il monte, donc ça veut dire que la volatilité implicite monte, ça veut dire que le marché commence à anticiper un peu de crainte, un peu de peur.
voilà, il y a des stratégies vraiment avancées à faire sur les options, hein. Là, clairement, la volate, elle nous incite à acheter plutôt des options et quand elle sera forte, elle nous invitera éventuellement à vendre des options, mais les vendre de façon couverte, c'est-à-dire je vends l'option pour encaisser la prime et j'achète des actions quand le cours est assez bas et a perdu 10-15%, comme ça j'achète des actions pas chères. En même temps, j'ai la prime qui couvre un peu mon achat, voire qui me rapporte un peu d'argent. Et même si à la limite on perd de l'argent sur la vente d'options, on peut toujours livrer les actions parce qu'on aura acheté la bonne quantité d'actions qui correspond à la vente d'options, hein. Donc c'est une question de parité encore une fois. L'indice FANG, alors pour ceux d'entre vous qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez très bien ce que j'en pense. L'indice FANG, c'est l'indice qui regroupe Facebook, Amazon, Netflix, Google. Pour l'instant, on est clairement aussi sur une zone de résistance pareil. C'est une zone charnière, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est un petit peu la zone de reprise haussière ou la zone de reprise baissière. On a un mouvement baissier, on retrait 50%, soit ça repart par là, soit ça repart par là. Là, honnêtement, je vous le dis, c'est une chance sur deux. Si limite je prends une caisse d'1 euro, je la fais sauter, puis je dis pile, j'achète, face, je vends, quoi. Il y a vraiment aucune préférence. Ça va vraiment dépendre de demain, en fait, hein. De demain, et moi, honnêtement, enfin, c'est ce qu'on se disait, en fait, avec d'autres potes à moi, analystes. On s'était appelé et tout, on en a parlé. Le problème, c'est que le marché, là, il se dit, enfin, tout le monde sur le marché se dit qu'il n'y aura pas d'accord entre Trump et Xi Jinping ce week-end. Donc, du coup, bah, en fait, tout le monde se dit qu'il faut acheter des options et des puts. Tout le monde se dit qu'il faut vendre les marchés, etc. Et c'est pas con dans l'idée, mais en fait, comme on sait, hein, quand il y a un consensus, c'est toujours l'inverse du consensus qui se passe. Donc, si on a tendance, entre guillemets, à le voir plutôt baissier ce marché, bah, en fait, je me demande si même il faudrait pas se mettre à l'achat. Mais dans tous les cas, à mon avis, il faudrait plutôt attendre juste lundi. Pour du day trading, je vais vous montrer un petit peu également un actif qui peut être extrêmement intéressant à très court terme. Alors, c'est peut-être pas forcément l'actif que vous allez vous trader le plus souvent, mais moi, c'est un actif que je surveille pas mal, c'est le NZD4. Le NZD4, c'est un des trades, notamment swing, que j'ai depuis très très longtemps. J'ai un trade swing sur le NZD4 depuis le 17 ou le 19 janvier du coup, hein, de cette année, je crois. Je l'ai encore, j'ai un TP à 0,85 en swing, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut aller chercher en intraday. Alors, hop, il est là. Donc le NZD4, pour vous donner un petit peu idée du trade que j'ai, je l'ai vendu ici à 0,8963 en janvier. J'ai mis un stop à 0,93 et un TP à 0,85. On est à 0,87. On est plus très loin de mon TP. Typiquement, ce truc-là, en intraday, c'est pas, honnêtement, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas sorcier, quoi. Vous prenez votre graphe, vous le mettez en M15. Voilà, je vais vous montrer. Les mouvements, en plus, ils sont pas très violents, donc ça va. Vous voyez que la tendance est plutôt haussière. Vous prenez une template. Là, typiquement, à mon avis, enfin, il y a une fractale ici, à mon avis, si on prend un achat et carré, ça peut le faire. Et typiquement, là, vous tracez les ranges, en fait, parce qu'ils fonctionnent beaucoup par range, en fait. Donc là, vous voyez, on a un range aujourd'hui, ça va être ça. Voilà. Support 0,8760. Résistance 0,8794. Voilà. Ça paye là, ça vend là. Et ensuite, prochaine étape, pareil, ça payera là, ça vendra là. Il monte en escalier en fait, donc il est enfin il est pas compliqué à lire en fait le NZD4, c'est ça qui est pratique avec. Vous voyez ici, c'est vraiment, ça monte en escalier. Donc ça typiquement, c'est le genre de trade sur Aria en fait, on met consecutive win genre 3 à peu près je dirais, parce qu'il y a des belles tendances, donc on mettrait 3 consécutifs stop loss, je mettrais aller 2, parce que sur une mèche comme ça on peut se faire sortir. Et puis là, on laisse tourner. On laisse tourner en M15, on laisse courir. Sur 2 jours, on fait notre objectif, hein, clairement. C'est un actif qui est en tendance. Et vous le voyez, même quand il descend par palier. Donc, à la limite, même si vous voulez prendre à la vente, pareil, hein. Mais là, les stop loss, faut pas mettre du S ou du XS, clairement pas, hein. Vous le voyez, c'est assez volatile. Là, c'est du M, voire du L, hein. On est en 15 minutes. N'oubliez pas aussi, hein, plus votre unité de temps elle est grande, plus sur Aria, vous devez mettre un stop qui est grand, ce qui paraît logique à première vue, mais il y a beaucoup de gens qui font encore cette erreur. Vous tradez en 1 minute ou 5 minutes. Ok, peut-être que vous pouvez mettre un stop XS ou S, ça a du sens. Vous tradez en daily, mettre un stop S, vous êtes quasiment sûr de le toucher parce qu'il y aura beaucoup trop de volatilité. Donc, il faut être sur du M, même pas du M, moi je dirais du L ou du XL, honnêtement. Donc voilà. Ok, bon. 9h46. Hello, un mot sur le Bitcoin, nous dit Benjamin. Ouais, je peux vous en parler du Bitcoin parce que moi, je l'ai surveillé hier. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Non, mais le Bitcoin, c'est juste une folie en ce moment, ce qui se passe. Je suis même dégoûté d'avoir lâché mon Bitcoin à 9400 $. J'aurais dû garder un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Faut savoir prendre ses bénéfices aussi, vous me direz. Bitcoin, il doit être un peu plus haut dans ma liste. Je sais même plus où il est. Alors, BTC, je vais pas m'emmerder, je vais mettre ça comme ça, hop.
Et juste ici. Alors, ouais, on va le mettre en peut-être daily, ce sera peut-être plus simple. Bah, en daily, c'est simple, oui, là, vous le voyez, hein, on a atteint une dose de résistance des 12-13 000. Bon, pour ceux d'entre vous qui me suivaient depuis le début de l'année, j'avais dit qu'à 6 300, j'achèterais, donc j'avais acheté, mais j'avais dit que j'achèterais tout à 13 000. Au final, j'ai tout clôturé à 9 300 parce que ici, il y avait une espèce de, vous voyez ici, un espèce de mouvement de conso. Je me suis dit qu'on allait se faire avoir. Ah, là, c'est simple, hein, prochaine résistance, c'est 14 000, on est à 12 200. Hein. Bon, là, limite, on arrive sous résistance, c'est plus trop intéressant de payer du Bitcoin. Enfin, c'est un peu parti. Maintenant, sur le prochain repli, voilà, sur 9 000, 9-10 000, pourquoi pas en repayer. Ça va être dur. Ça va être dur parce qu'il est déjà assez haut, mais bon. Là, à mon avis, il y a pas mal de prises de bénéfices qui vont avoir lieu. Donc, c'est un actif qui est haussier, ça c'est clair et net. Maintenant, le but du jeu pour nous, c'est de savoir où le payer. Donc là, clairement, bah, on est sur une espèce de petite phase de conso. Si vous êtes agressif, vous pouvez payer. Moi, je vais même être transparent avec vous. Hein. Je pense que je vais payer d'ici pas trop longtemps, mais une petite ligne vers là. Mais je dis pas que c'est la bonne chose à faire. C'est clairement de la spéculation. Et ça, c'est clairement le type d'actif où il faut un stop XL ou XXL. Quoi. C'est pas un actif où on se met en stop S. Hein, ça, je vous le dis. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je vais répondre à une dernière question. C'est la question de Yann. Penses-tu que le gap du DAX sera recouvert avant le G20? Alors, écoute, s'il te plaît, c'est quoi du coup ton nom? C'est Yann, c'est ça? Ne commence pas à trader avant le G20. Parce que tu es rentré en position, tu es resté bloqué parce que avant le G20, qu'est-ce qui va se passer? Le prix ne va pas forcément bouger, le marché va rester en range, tu vas rester bloqué en position. Demain, tu auras le G20, toute la journée, ça va bouger dans tous les sens, ça va taper ton stop, il te restera que les yeux pour pleurer. Typiquement, là, tu as un gap éventuellement sur le DAX. Ok, va pas essayer de combler un gap sur le DAX la veille d'un événement comme le G20, c'est complètement fou. Quoi. Tu vas rester bloqué en position, et puis après, tu seras obligé de la garder parce que tu vas te dire, mais on va retrouver mon prix, etc. Non, fais attention, parce que là, si tu te lances dans les scénarios short pour combler le gap, là, ici, à 12 000, je te le dis, enfin, t'as intérêt à avoir les nerfs accrochés, hein, parce que demain, il y a après-demain, il peut se passer tout et n'importe quoi. Hein. Et personne ne sait ce qui se passera. Je pense que même Trump ne sait pas ce qui se passera dans sa tête à ce moment-là, tu vois. Donc, non, vraiment, les gars, faites attention. Il y a plein de trucs à trader. Faites des devises, faites de l'eurodoll, faites du NZD4, faites du, allez, non, même pas le pétrole parce que ça bouge pas mal, mais ouais, je sais pas, avant le G20, il y a pas mal d'actifs à trader. Je vais vous en donner un dernier. Là, peut-être à UDNZD, il est assez calme. C'est une devise comme. Voilà, faites du NZD, enfin de la UDNZD, c'est à la vente. Vous voyez ici, descend en escalier, on se met sur du H1, sur Aria avec un stop M, et puis on le prend à la vente éventuellement, quoi. Mais allez pas tenter le diable sur les indices. Parce que ça, c'est typiquement le truc, vous allez mettre un effet de levier un peu important, vous allez rester bloqué en position. Ok? Merci pour cette réponse très claire, j'y touche pas. Non, mais Yann, moi je te dis ça, hein, je t'engueule même pas. Hein. Je te dis ça juste d'expérience. Moi je l'ai fait tellement de fois, ça quand j'étais plus jeune, de trader avant les événements et les news. Tu es là, tu prends une position, tu restes bloqué parce que tu as fait ta connerie, tu veux pas couper parce que tu te dis mais non, mais on va retrouver mon prix et puis on sait jamais si l'événement va dans mon sens, je vais sûrement gagner de l'argent et puis après, bah, au final, ça va jamais dans ton sens. Tu perds de l'argent et puis tu te dis bah je suis un con, j'aurais pas dû trader. Donc ne pas trader, c'est trader. Sur les indices, laissez-les de côté. Sur les devises, vous pouvez y aller. Sur les devises, il y a de quoi faire. Ok? Mais encore une fois, avec des expositions petites, là honnêtement, si vous tradez aujourd'hui, les paramètres que je vous conseille sur Aria, moi, je vous le dis très franchement, ça va être du very conservateur à conservateur. Il n'y a pas d'agressif ou de very agressif aujourd'hui. C'est conservateur ou very conservateur. Risque par trade, du coup, 0,25% par 0,5, pas plus. Voilà. D'accord? Si vous voulez vraiment trader aujourd'hui parce que vous avez envie de cliquer, c'est 0,25% de grand max de votre capital par trade, pas plus. On n'est pas sur du very agressif aujourd'hui. Le very agressif, il sera lundi, mardi, quand on aura des tendances. Mais là, on n'a pas de tendance. Donc, on est en very conservateur ou en conservateur. Et les stops, ils sont en M ou en L, mais ils ne sont pas en XS ou en S. Ce sera pour lundi ou le début de la semaine prochaine, ça. Ok, discipline, hein, sinon ça ne marchera pas. C'est exactement le type de réponse que j'attendais. Bah, top, cool. Bon, bah, messieurs, je vous laisse. Moi, j'ai du boulot. On se retrouve du coup mercredi prochain à 9h30 pour le prochain point de marché. Sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook, je publierai peut-être éventuellement un petit peu sur le G20 si je vois qu'il s'est passé des choses. Et si vous avez des questions, venez en MP, Sylvain Loganada, ou m'ajoutez sur Facebook et vous me dites, Sylvain, voilà, que penses-tu de ça, et puis je vous réponds par message privé. Excellente journée à tous et puis à très vite du coup sur le hashtag WeLoveAria.